pour cette première conférence. Je suis du coup aujourd'hui donc en compagnie de Lucas Naxa et de Gaël Debos. Bonjour messieurs, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour. Lucas, donc toi tu es le PDG de Neovision, qui est une entreprise grenobloise spécialisée dans l'intelligence artificielle depuis plus de 10 ans maintenant. Tu es partenaire de BPI France depuis 2017 et tu accompagnes les entreprises dans leur adoption de l'IA avec une approche pragmatique et orientée résultat. Est-ce que j'ai bien résumé Neovision? Tout à fait. Parfait. Et Gaël, donc tu es le directeur innovation et CTO chez IA Agency, organisateur de cet événement. Et depuis maintenant 3 ans, tu t'intéresses énormément à l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup ensemble et je suis extrêmement ravi de t'avoir sur scène cette année. Évidemment, le sujet de l'IA, c'était compliqué de passer à côté étant donné le sujet de transformation digitale et tout ce qui se passe autour aujourd'hui. Donc on va essayer d'avoir une approche très pragmatique du sujet, d'être vraiment dans le concret pour vous donner le maximum d'informations, pour vous aider à embrasser l'intelligence artificielle. Évidemment, comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions. On les affichera donc directement pour nous et on pourra y répondre. On pense qu'il va y en avoir beaucoup, donc on va essayer en tout cas d'y répondre au maximum. Et si jamais on n'arrive pas à répondre à tout, n'hésitez pas du coup à échanger avec Lucas et Gaël juste après dans la salle. Lucas, déjà, on va peut-être juste couper la musique du coup, Olivier, s'il te plaît. Peut-être déjà, pour de l'IA, on en parle tout le temps, en permanence. Maintenant, tous les médias s'en en parlent, les politiques s'en en parlent. Toutes les entreprises en entendent parler à longueur de temps. Ce matin, Patrice Cochat a déjà un peu évoqué en fait, le fait que l'IA, en fait, ça existe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup d'une intelligence artificielle en particulier. Est-ce que juste tu peux nous remettre un petit peu dans l'ordre? Parce que je t'avoue que même moi, des fois, je m'y perds un peu. De quoi on parle exactement aujourd'hui quand on parle d'IA? Tu as bien raison de poser cette question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'intelligence artificielle sans vraiment savoir ce que c'est. Même dans la définition même, les experts entre eux ne sont pas vraiment d'accord. Même la Commission européenne là, qui a sorti et publié l'AI Act, qui a été mise en application cette année sur justement l'encadrement de l'intelligence artificielle, ils ont mis plusieurs mois avant de se mettre d'accord sur définir ce que c'est l'IA. Alors l'IA, ça n'existe pas depuis 2 ou 3 ans, ça existe depuis plus de 70 ans en fait, figurez-vous. C'est des maths, c'est de l'informatique, c'est des outils qu'on utilise pour résoudre des problèmes complexes. À partir de là, on n'a pas dit grand-chose, on a dit beaucoup de choses, mais pas grand-chose. Pour donner un exemple, au début, la boîte automatique de vitesse pour les voitures était considérée comme de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous ne parlez pas d'IA pour dire que votre voiture passe les vitesses automatiquement. Peut-être que vous parlez d'IA quand votre voiture se gare automatiquement, mais pas pour les vitesses, clairement. Donc voilà, l'IA, c'est une définition qui est un peu floue. On va dire que c'est le plus haut niveau d'automatisation qu'on est capable d'obtenir avec de l'informatique, avec des mathématiques. Et depuis plus récemment avec des statistiques, des grands jeux de données, de la big data dont on a beaucoup parlé, avec du coup des modèles compliqués de deep learning, de machine learning. C'est des modèles d'apprentissage qui vont apprendre sur des données pour essayer de reproduire des choses. Et plus dernièrement, donc depuis 2-3 ans, des modèles qui sont capables de générer des choses, générer du texte comme ChatGPT, générer des images comme Midjourney, ou générer des vidéos plus récemment comme VO ou d'autres acteurs qu'on a pu voir. Donc voilà, l'IA, vous en avez dans votre poche, dans votre smartphone, dans votre GPS, chez vous quand vous choisissez un film sur Netflix ou quand vous achetez un produit sur Amazon, il y a de l'IA déjà un peu partout, sans qu'on s'en rende compte. Gaël, j'imagine aussi que quand toi tu échanges beaucoup avec les entreprises sur ces sujets-là, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont sur l'IA. Peut-être par exemple que l'IA va nous remplacer. Est-ce que tu en entends parler et comment tu vois les choses par rapport à ça? Oui, tout à fait. Donc déjà, merci Lucas pour la distinction entre ce qui est IA au sens large et puis les IA génératives. C'est vrai que moi, dans mon discours, je vais me concentrer vraiment sur les IA génératives et plus particulièrement ce qu'on appelle les LLM, les grands modèles de langage. Et donc effectivement, il y a pas mal d'idées reçues aujourd'hui autour de ces LLM. La première idée reçue, c'est l'IA est trop coûteuse. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine-là, et particulièrement avec les IA génératives aujourd'hui, qui intéressent beaucoup les entreprises. C'est un des principaux freins que de croire en fait que l'IA est trop coûteuse. En réalité, il y a beaucoup de solutions d'IA qui ont des modèles qui sont tout à fait adaptés aux petites entreprises. Et évidemment, il y a certaines implémentations d'IA qui sont plus coûteuses que d'autres, c'est sûr, mais même une intégration d'IA en fait, d'un LLM qui est petit peut apporter un très bon retour sur investissement. Donc il y a des opportunités à saisir déjà tout de suite sur ce sujet.
Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'aujourd'hui, parmi la moitié des entreprises qui utilisent l'IA, parmi toutes les entreprises qui utilisent l'IA, pardon, la moitié utilise encore des outils gratuits. Et donc c'est là qu'on arrive en fait sur la deuxième idée reçue, qui est que les données de mon entreprise vont être exploitées par l'IA dans les générations suivantes qui serviront à entraîner l'IA. Donc évidemment, si on utilise la version gratuite de ChatGPT, c'est tout à fait ce qui va se passer. Hein. Quand c'est gratuit, on est le produit. On est tous au courant de ça. Mais donc ça vient du fait en fait que les employés utilisent ces outils sans aucun cadre. Et c'est surtout ça qu'il faut éviter aujourd'hui. En réalité, dès qu'on passe sur des solutions professionnelles, il y a tout le cadre en fait, qui est donné par les grands fournisseurs d'IA pour garantir que ces données sont protégées. Les contrats incluent la non-réutilisation des données systématiquement. Les grands acteurs y respectent tous la RGPD et proposent pour certains des hébergements européens. Donc voilà, si on prend par exemple HubSpot Breeze, on est garanti que effectivement ces données-là, elles resteront en fait dans l'écosystème, qu'elles sont sécurisées. Aujourd'hui, en termes de sécurité, en fait, ça peut même aller très très loin puisque au sein de l'intégration de ces IA génératives, il y a également de l'encryption des données qui peut être même de bout en bout lorsque on pousse vraiment sur les secteurs les plus sensibles. Donc, Moi, sur ce point-là, j'aimerais juste rebondir parce que ça dépend vraiment du niveau de criticité de l'entreprise et de ses données. Tu n'iras pas mettre OpenAI dans un système de la défense, par exemple. C'est impossible en fait, de mettre des données défense dans un système de ce type-là. Donc il faut faire bien attention à quel est le niveau de confidentialité des données que vous avez. Si ça ne vous dérange pas de mettre ces données-là dans un système où potentiellement l'État américain ou chinois peut avoir le regard dessus, c'est OK. Si par contre il y a des données ultra confidentielles liées à des process d'une entreprise niche par exemple, moi j'ai des clients dans l'industrie, ils sont 3 au monde à faire ce qu'ils font. C'est chez eux, OpenAI et tous les outils, on va dire, américains de ce type-là sont juste bannis parce que c'est pas possible pour eux de mettre leurs données dedans. Du coup, ils développent des solutions avec de l'open source, intégrées chez eux, sécurisées, pour s'assurer que leurs données ne sortent pas. Donc, je suis totalement d'accord avec toi et c'est à moduler selon le niveau de criticité de l'entreprise et de ses données. exactement. Voilà. Pour la plupart des PME, une solution bien configurée en fait, avec les bonnes pratiques de sécurité suffit amplement. Et puis aussi, on est bien content d'avoir Mistral, qui nous permet aussi d'avoir une bonne dose de souveraineté là-dedans et qui garantit du coup, en fait, si on utilise Mistral et typiquement si on développe de l'applicatif hébergé en France, on a un chemin des données qui reste complètement en France ou en tout cas dans des data centers européens. Alors la troisième idée reçue, et peut-être une des plus importantes aussi, c'est l'IA va remplacer massivement les emplois. Donc c'est difficile de prévenir l'avenir et je ne m'avancerai pas sur l'idée que l'IA va créer de l'emploi ou en supprimer, mais en tout cas, dans l'immédiat, c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qui est constaté, puisque les équipes qui utilisent l'IA deviennent plus efficaces, elles sont plus valorisées, elles se concentrent sur les tâches à haute valeur ajoutée. En fait, ce n'est pas forcément l'IA qui va remplacer les humains, mais ce qui est sûr, c'est que c'est les humains augmentés par l'IA qui remplaceront les humains sans IA. Ça, c'est une certitude. Donc ça, c'est le vrai risque pour toute entreprise, en fait. C'est lorsque les concurrents, lorsque vos concurrents utilisent l'IA et pas vous. Je vais même en ajouter du coup une petite quatrième qui est l'IA est trop complexe et nécessite des compétences techniques avancées. Près de 75% des PME ETI évoquent le manque de compétences comme une raison valable de ne pas intégrer l'IA. C'est perçu comme sophistiqué, mais en réalité aujourd'hui, un accompagnement pertinent, quelques modules de formation de quelques heures permettent déjà en fait une vraie prise en main et derrière de la valeur directement déclenchée. Lucas, justement, toi, au quotidien, quand tu accompagnes les entreprises, quelles sont un peu les applications d'IA les plus pertinentes et accessibles aujourd'hui pour les PME? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors j'imagine que c'est très large, ma question elle est extrêmement très large, mais voilà, ici dans l'audience, on a beaucoup de direction marketing, de direction commerciale, de DSI. Aujourd'hui, comment tu les accompagnes? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi un peu les cas d'application concrets qu'on a? Ouais, c'est vraiment très très large. Ça fait 10 ans que je fais de l'IA professionnellement parlant et avec le programme dont tu parlais là de partenariat avec BPI France, j'ai accompagné plus de 80 entreprises à intégrer l'intelligence artificielle
Chaque année, c'est une vingtaine de boîtes qu'on fait passer Mm. à l'intelligence artificielle. Et sur chaque diagnostic qu'on lance, on a à chaque fois une vingtaine de cas d'usage, voire plus pour certaines, dont 3 ou 4 qui sont super importants et qui vont vraiment, généralement, soit automatiser des process, on en parlait là dans les stratégies par rapport à la transformation digitale, soit même pour certaines, créer des nouveaux business, des nouveaux services, des nouveaux produits en valorisant des données. Et donc les cas d'usage que je vois beaucoup en ce moment, qui touchent les fonctions aussi marketing, commercial, IT, mais aussi process des entreprises. Je vois beaucoup de cas d'usage autour du knowledge management, la gestion des connaissances. Donc je vois beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises en fait, qui ont beaucoup de documents, beaucoup de connaissances perdues soit dans la tête des gens, soit dans des documents, avec une vaste quantité de documents écrits par des gens qui potentiellement ne sont plus là. On ne sait plus bien comment est-ce qu'ils sont rangés ces documents. Pourtant, la connaissance, elle est là, mais elle est mal gérée, mal organisée. Et donc ça, c'est un des cas d'usage qui revient régulièrement chez mes clients en ce moment, avec des technologies dont on parlera peut-être après, qui permettent de répondre à ces besoins-là. Et après, en diversification, malheureusement, je vois peu d'entreprises qui osent passer le cap de changer leur business model grâce à l'IA. Et pour autant, l'IA permet vraiment de faire des choses incroyables. J'ai une PME industrielle que j'ai accompagnée qui fait des boîtes isothermes. Et ce qu'on a fait avec elle, c'est prédire la température de ces boîtes avec des capteurs qui se trouvent à l'intérieur, à l'extérieur. On arrive à savoir si la boîte respecte la chaîne du froid. Et en fait, avec l'IA, on est capable de prédire si la chaîne va bien être respectée. Et ça permet à leurs clients maintenant de simuler en temps réel sur leur site web si le produit choisi respectera bien la chaîne du froid en question. Et donc ça permet de choisir la bonne boîte, mais en fait, il s'est rendu compte que ça permet aussi à leurs clients d'optimiser leur chaîne logistique finalement, de choisir si le colis va rester un peu plus longtemps sur le tarmac, est-ce que je ne le ferai pas passer finalement par bateau plutôt que par avion. Et en fait, il a créé une société fille, il a créé un site web où maintenant ses clients et ses concurrents peuvent tester les boîtes et vérifier si ça se passe bien. Et donc il s'est complètement diversifié. Il est passé d'industriel qui produit des boîtes isothermes à il a créé une nouvelle activité qui propose en SaaS, en édition logicielle, de l'optimisation de parcours logistique de la chaîne du froid. Et donc c'est le premier à avoir fait ça. Super intéressant. Et il a pris tout le marché d'un coup en faisant ça. Ok. Du coup, Gaël, moi, en tant que directeur marketing, j'utilise déjà plein d'outils. J'ai un CRM, j'utilise au quotidien déjà tout un écosystème. Dans une entreprise, il y a plein d'équipes avec chacun leurs propres outils, leur propre écosystème. Comment on arrive en fait à intégrer l'IA? Tu disais, aujourd'hui, les gens utilisent les versions gratuites, donc on a quelque chose qui n'est pas forcément relié à nos informations d'entreprise. C'est quoi un peu les bonnes pratiques à mettre en place pour intégrer l'IA au cœur d'un écosystème qui est déjà existant? Comment on vient à mettre cette couche en fait d'IA autour de ça? Du coup, clairement, il va y avoir deux types d'intégration. On va avoir les intégrations comme celle d'HubSpot Breeze ou celles qui sont déjà fournies sur les systèmes et qui permettent là d'avoir une solution clé en main qu'il faudra configurer et qui forcément ne sera pas sur mesure par définition, mais qui permettra déjà probablement de couvrir tout un tas de besoins et de pouvoir en fait tout de suite s'approprier l'IA et d'avoir des outils prêts à l'emploi. Et puis de l'autre côté, on va avoir tout le pan des intégrations sur mesure. Et en réalité, une intégration IA sur mesure, aujourd'hui, c'est tout à fait similaire en fait, à une intégration logicielle, une intégration CRM. C'est 60% de connecteurs API. La grosse différence, en fait, c'est qu'on va prendre en fait, de la connaissance humaine, de la connaissance métier, et on va l'encoder dans l'IA générative pour qu'elle soit capable de reproduire ces processus. C'est les 40% restants. Mais clairement, c'est avant tout en fait, des connecteurs. C'est ça l'IA. Puisque aujourd'hui, en tout cas, dans le domaine des LLM, on a ces IA en fait, qui ont coûté des milliards à développer. Et puis, en fait, on peut juste les utiliser directement avec un simple appel API. Mais derrière, en fait, on aura de la vraie puissance que quand on y met des connecteurs. Donc, c'est là que du coup, on se retrouve tout à fait dans un projet d'intégration similaire comme il existait déjà avant. Oui, il y a aussi un travail important à faire qui est la personnalisation de l'IA au métier en question. Tu parlais des LLM qui ont coûté des milliards à développer. Le LLM, c'est super, il a une connaissance, une culture générale en fait. Il sait vous proposer une super recette de canard à l'orange si vous aimez bien ça. Mais par contre, parler de votre process interne, de votre entreprise, de vos produits, de vos services, ça, il en est incapable parce qu'il n'a pas l'information. Vous aider dans votre quotidien, vous assister dans votre quotidien en connaissant bien votre métier, en connaissant bien
comment vous devez travailler, ça il en est incapable, ou alors il va essayer d'imaginer quelle est la meilleure façon de vous aider, mais ça ne sera pas personnalisé en fait. Et donc il y a toute une partie de personnalisation qui consiste purement et simplement à écrire un énorme prompt qui décrit comment l'IA peut vous aider au mieux, qui elle, c'est une vraie expertise pour créer ça. C'est de l'accompagnement, c'est discuter avec vous, comprendre comment vous travaillez pour vous créer un assistant qui sera le plus personnalisé possible. Moi, j'intègre ça aussi dans la partie personnalisation, intégration, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais Voilà, et puis on arrive sur le RAG. C'est ce sujet justement où, avec HubSpot, typiquement, avec un CRM, on a déjà plein de données qui sont hyper structurées. Donc ces données, elles sont exploitables tout de suite. Mais dans un CRM, on va aussi avoir des notes, des emails, des factures, plein de données qui, elles, ne sont pas du tout structurées. Et c'est là où on arrive après sur le besoin, en plus des connecteurs qu'on a cités précédemment, de mettre ce qu'on appelle un RAG. Du coup, comme le NeoRAG de NeoVision, justement. Ouais, on met Neo devant tous nos produits. Et du coup, juste si je peux préciser RAG peut-être pour l'audience qui ne maîtrise pas forcément le terme Vas-y, technique. je te laisse expliquer le RAG. Un RAG, en fait, pour faire simple, c'est une façon d'indexer vos documents de telle sorte qu'on puisse chercher dedans, derrière. Et quand on a retrouvé l'information, on la donne à l'IA qui après va pouvoir vous répondre à vos questions de manière contextualisée avec le prompt que vous aurez créé pour votre métier. Et donc ça permet en fait de rapidement trouver de l'information, répondre à des questions très contextualisées à vos problématiques. Et donc c'est ultra puissant, c'est comme une sorte de méga moteur de recherche, mais sur vos données à vous, et qui répond comme une IA, quoi. Voilà, et même le mot RAG aujourd'hui a encore une définition assez floue parce que du coup, RAG, ça veut littéralement dire en fait génération d'IA augmentée par de la recherche de documents bruts ou structurés. Retrieval Augmented Generation. Exactement, voilà. En anglais. Et donc, voilà, la vraie magie, elle va s'opérer effectivement sur cette question très structurante des données, de comment est-ce qu'on les traite, et donc avoir des connecteurs pour utiliser une IA brute, c'est déjà en fait une valeur ajoutée énorme. Et le step d'après, c'est de mettre un RAG. Bon, vous m'avez évoqué plein de choses déjà là. Moi, je suis dirigeant d'une PME. Par quoi je commence si je veux intégrer l'IA? Je sens que je peux faire des choses. C'est quoi les premières étapes? Est-ce que je dois aller tester des IA? Est-ce que je dois réfléchir à des C'est super bien process? si tu testes des IA. Ouais. Moi, j'ai même des clients qui arrivent avec des prototypes dans ChatGPT. C'est très bien, c'est super bien. Ça vous permet de jouer avec la technologie, de voir les limites aussi, de voir jusqu'où vous pouvez aller. Je pense qu'un des aspects fondamentaux, c'est de se former à l'IA. Donc là, il y a plein de formations. Moi, j'ai fait une formation sur BPI France, par exemple, qui est disponible gratuitement en ligne. Et après, une fois qu'on a bien compris ce que c'était l'IA, là, il faut se lancer. On se dit, ok, par où je commence? Et le premier accompagnement que je fais avec tous mes clients, c'est un diagnostic. Parce qu'en fait, avant de foncer tête baissée dans un cas d'usage, il y en a peut-être plein dans la boîte. Et en fait, en discutant avec l'ensemble des métiers de l'entreprise, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, on en sort une vingtaine. Là, je sors d'un diagnostic qui m'a fait un peu mal à la tête, où on était grosse PME, 700 personnes, mini-tube, je ne sais pas si ça vous parle, sur Grenoble. Ils font des petits tubes pour le domaine du médical. On est sorti avec presque près d'une centaine de cas d'usage. Alors, ils ne sont pas tous bien. Il y en a plein qui sont ultra spécifiques et ça aiderait juste une personne dans un coin. Il y en a plein que c'est de la digitalisation, plus des outils métiers, plus de l'intégration. Leur CRM est sous-exploité. Je pense que vous aurez du travail à ID Agency avec eux. Je vous le passerai bientôt. Et par contre, je pense qu'il y a une bonne vingtaine de cas d'usage qui sont vraiment purement, qui apportent vraiment de la valeur à l'entreprise. Et sur les 20, après, il faut prioriser, il faut choisir les bons. Donc là, on se met avec le CODIR, avec les différents cas d'usage, et on choisit les 2-3 cas d'usage qui vraiment vont avoir beaucoup d'impact pour l'entreprise, qui vont transformer vraiment l'entreprise. Parfois, il y a des goulots d'étranglement dans l'entreprise. On hésite à recruter, pas recruter, mettre de l'IA, pas mettre de l'IA. Ça, c'est vraiment des questions stratégiques qu'il faut se poser au moment où on a trouvé en fait, là où l'IA sera la plus performante, la plus intéressante. Et donc voilà, moi c'est la première chose que je fais, c'est accompagner le dirigeant à définir sa stratégie IA et faire une vraie roadmap. Okay. Pas juste mettre une IA parce que c'est sympa, mais vraiment définir sa stratégie IA comme il y a 10 ans on définissait sa stratégie digitale en fait. On se met au digital, on ne va pas juste mettre un logiciel dans son entreprise. En fait, le digital transforme complètement l'entreprise et sa façon de fonctionner. Eh bien, dites-vous que l'IA c'est de la même chose, elle est en train de transformer, elle va transformer
complètement la façon dont fonctionne une entreprise. Et donc c'est un sujet stratégique, donc moi je l'aborde par cet axe stratégique. Et du coup, Gaël, même d'un point de vue, là, cette fois humain, du collaborateur, comment on prépare ses équipes, son organisation à l'arrivée de l'IA? Comme l'a très bien dit Lucas, c'est clair que pour toutes les PME présentes ici qui ne sont pas encore passées à l'IA, ça va passer par identifier un use case et puis aussi à sensibiliser les équipes. Là, la stratégie en fait, du patron qui arrive le lundi matin et qui dit il faut qu'on passe à l'IA, ça fonctionne forcément pas. Moi je l'ai vu plein de fois, hein, mais c'est Voilà, pas suffisant, non. C'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne pas, oui, tout à fait. Donc, en début de ce mois, en fait, il y a eu une étude de BPI France super intéressante et assez parlante qui dit donc 58% des dirigeants considèrent l'IA comme un enjeu de survie à moyen terme, ça paraît évident. 43% des dirigeants ont déjà adopté une stratégie IA, mais seulement 32% des PME et ETI utilisent effectivement l'IA. Et dans 73% des cas, ces projets IA sont impulsés par le dirigeant. Voilà, donc c'est là que ça commence en fait. Ça commence par la formation, mais pas forcément celle qu'on croit. Il n'y a pas besoin de transformer en fait toute son équipe en data scientist. Ce qu'il faut, c'est apprendre à parler à l'IA d'abord avec du prompt engineering, c'est vraiment le niveau 0. Il faut savoir expliquer clairement ce qu'on veut à la machine, et ça c'est la compétence clé qui va devenir indispensable. Donc c'est pas plus compliqué que des petites sessions de formation de quelques heures pour pouvoir maîtriser cette partie-là. L'autre aspect, c'est évidemment impliquer les équipes dès le début. Voilà, on parle du scénario du patron qui arrive le lundi matin et qui dit on passe à l'IA. Non, il faut identifier les process à automatiser. C'est aussi les équipes qui savent réellement où ça coince. Et puis le troisième pilier, ça va être une gouvernance. Il n'y a pas forcément besoin d'un comité de 15 personnes, mais il faut des règles claires. Hein. Qui peut utiliser quoi, quelles données on ne touche pas, qui valide les livrables. Voilà, c'est aussi la gestion du changement en mode agile. Évidemment, on teste, on ajuste, et puis on crée des ambassadeurs au sein de l'entreprise. Parce que, en fait, quand on a une première personne au sein de l'entreprise à qui on fait gagner une heure par jour avec un process IA un petit peu révolutionnaire, Il va le dire à tout le on monde. en fait tout de suite un ambassadeur, un évangéliste, et c'est comme ça qu'on va construire une vraie équipe IA. Peut-être une question qui fait le lien avec ce qu'on se dit. Par où commencer un parcours de formation IA? Peut-être les basiques de l'IA, c'est le prompt engineering, comme le disait Gaël. C'est déjà un peu avancé ça. C'est déjà un peu avancé. Moi je recommande d'abord de commencer par la formation gratuite là, qui se trouve sur BPI France Université, il y a 10 heures. Alors c'est du e-learning, donc c'est pas pour tout le monde, hein, c'est en ligne et vous verrez sûrement ma tête rouge en train de vous parler à un moment. Ça vous fera à nouveau plaisir, j'imagine, mais si vous voulez que des têtes rouges viennent vous parler chez vous et vous aident à vraiment, derrière vous, vous expliquer comment on parle à une IA, ça je pense que c'est l'étape d'après, c'est important. Et donc là, nous on propose des formations, il y a plein de gens qui proposent des formations, sûrement aussi bien que les miennes. Et je pense que c'est bien de faire mettre les gens autour de la table, parce qu'en fait tout le monde utilise plus ou moins l'IA, mais ce que je vois moi dans mes formations, c'est qu'il y a des gens qui sont plus ou moins débutants, il y a des gens qui n'osent pas vraiment dire qu'ils ne savent pas bien utiliser l'IA générative, il y a des gens qui sont ultra calés comme Gaël, tous les jours ils l'utilisent et ils vont 3 fois plus vite que les autres déjà. Et tout le monde aimerait avoir la productivité de Gaël, mais ce n'est pas le cas en pratique. Donc je pense que c'est bien de mettre tout le monde autour de la table et que les gens échangent leurs pratiques, retours d'expérience, etc. Je pense que ça c'est bien. Ça permet aux gens un peu plus avancés d'embarquer les autres et sans jugement et sans... Voilà, il y a un moment où tout le monde avance ensemble. Je pense que ça c'est bien. Et tu voulais juste... Je voulais ajouter quelque chose, c'est que l'écosystème en fait, de l'IA générative est un écosystème qui est encore très jeune. Donc ça veut dire que par rapport à un ERP, par rapport à un CRM, en fait, on va avoir un niveau de complexité qui est systématiquement moins élevé en réalité. Quand on se plonge dans l'outil, il n'y a pas énormément de briques constitutives de comment fonctionne l'IA générative. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment démystifier. En réalité, en tant qu'utilisateur, en tant qu'intégrateur d'IA, en fait, on peut tout à fait comprendre ce que c'est des instructions système, une brique de contexte et les outils qu'on branche à l'IA. Et c'est pas plus compliqué que ça, en fait, parce que tous les concepts qu'on a cités précédemment rentrent dans ces 3 briques constitutives. Et puis dites-vous que les gens comme moi ou comme Gaël, ça fait que depuis 2-3 ans qu'on utilise l'IA générative. On n'a que 2-3 ans d'avance sur vous si vous commencez maintenant. Hein. C'est facile à rattraper. Non, mais ouais, après, on est passionné, on en fait régulièrement. Mais moi, à chaque fois que je vais chez un client avec mon support de formation, je suis obligé de le mettre à jour parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Parfois, on me pose des questions que je n'ai pas la réponse, mais c'est normal en fait. C'est des choses qui sont nouvelles, ça évolue constamment. Les grands fournisseurs d'IA ne sont pas forcément totalement transparents
sur comment fonctionne leur politique, etc. Donc nous, on donne les meilleurs conseils qu'on a au regard de la connaissance qu'on a. Et puis, on discute entre nous. Donc, on essaie de développer cette connaissance du marché. Mais voilà, on n'a que 2 ans d'avance, donc c'est pas perdu, quoi. C'est rassurant, merci. C'est Continuez à poser vos questions. Moi, j'en avais une sur le coût. Combien ça coûte de développer un projet IA aujourd'hui dans une entreprise? J'imagine qu'il y a tous les coûts, mais est-ce qu'on peut, sur un cas d'usage, par exemple, avoir une idée un peu du coût du déploiement d'une IA? Combien ça coûte en fait de déployer de l'intelligence artificielle au sein de mon entreprise? J'aime bien cette question et en même temps je l'aime pas. C'est comme si tu allais voir un constructeur immobilier, tu dis ça coûte combien de faire une maison? Bah, il le sait. Voilà. C'est quoi? T'as combien d'étages? Tu veux une vue sur la mer ou pas? Bah, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil pour l'intégration, j'imagine. HubSpot, on a aussi des paniers moyens. On sait à peu près combien ça coûte, mais ça dépend vraiment de la complexité qu'on veut mettre en place. Si tu veux une formation, bah, ça te coûtera pas très cher. Si tu veux, ça sera quelques milliers d'euros. Si tu veux un diagnostic, typiquement pour définir ta stratégie, bah, c'est 13 000 euros financés à 50% par BPI. Ça, c'est écrit de toute façon sur le site, on ne peut pas faire grand chose d'autre. Et après, si tu veux mettre en place des outils d'IA, moi j'ai des développements et des mises en place d'IA chez mes clients qui commencent à 30 000 euros, en moyenne autour de 90, et qui peuvent monter pour les plus gros projets avec des gens comme Michelin ou autres, où là c'est pas une IA mais c'est 10 IA qui travaillent entre elles pour résoudre un problème complexe, et là tu es sur du 300 000 euros, tu vois. Donc c'est très... Voilà, là vous avez tout le spectre de ce qui peut exister aujourd'hui en IA, entre 30 et beaucoup plus, quoi. Moi, je dirais que sur notre typologie de clients qui est plus PME, on pourra clairement commencer quelque chose autour de 10 000 euros. Ce qui est important avec l'IA générative, c'est qu'il y a cet aspect de consommation mensuelle. Donc, il faudra systématiquement en fait, cumuler un budget initial avec un budget de consommation. Donc voilà, je dirais entre 10 et 50 000 euros. On peut déjà avoir un premier projet d'une IA intégrée au sein d'une entreprise, avec les outils existants, ou une IA un petit peu sur mesure qui apporte une valeur immédiatement. En fait, c'est ça qui est important, c'est la valeur apportée, c'est pas le coût. Et à chaque fois qu'on me demande ça coûte combien, je dis non, ça va vous rapporter combien en fait. Et moi, je vends pas un truc s'il n'y a pas un bénéfice supérieur au coût. Et la slide la plus dure qu'on fait en stratégie, c'est le ROI. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va me rapporter? En combien de temps? Est-ce que ça va me faire gagner du temps? Est-ce que ça va me faire gagner du chiffre d'affaires, des nouveaux clients avec qui je vais signer, avec qui j'aurais pas signé si j'avais pas l'IA dans ma boîte? Est-ce que ça m'apporte des gains d'image auprès de mes collaborateurs qui trouvent que la boîte est plus innovante et plus jeune parce qu'elle a de l'IA? Imaginez, il y a 10 ans, vous arrivez chez un comptable et le comptable vous dit « Ah non, moi l'informatique, j'y crois pas du tout. » Le jeune, il a 19 ans, là, il veut rentrer chez le comptable. Qu'est-ce que... Voilà, bah, dites-vous que c'est la même chose avec l'IA maintenant. Si vous arrivez dans 5 ans, je pense, quelqu'un arrive dans votre boîte et postule dans votre boîte et vous dit alors c'est quoi les super outils d'IA que vous utilisez ou que je vais utiliser au quotidien? Il dit ah non, l'IA par contre, voilà. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est l'image qu'apporte l'intégration des nouveaux outils dans votre entreprise. Et après, je dirais qu'il y a aussi les effets boule de neige, c'est-à-dire que c'est pas juste une personne qui va l'utiliser, mais peut-être toute la boîte, et peut-être qu'il y aura un groupe, comme tu dis, d'ambassadeurs qui vont embarquer les autres et qui vont faire que, in fine, la boîte sera plus productive et plus performante. Tout à fait. Et du coup, je réponds à la question comment estimer le ROI en fait, d'un déploiement d'un cas d'usage IA. Clairement, en fait, il y a une méthode qui est extrêmement simple, qui est de dire, voilà, normalement, un humain, un employé dans la boîte met 3 heures pour produire un document. Ben, on va littéralement en fait, calculer le temps qu'il faut pour faire ce même document avec une IA générative, et on a déjà une première base. Évidemment, c'est vraiment le niveau de l'estimation du ROI, mais en tout cas, ça permet déjà de pouvoir évaluer concrètement un impact tout de suite. Et juste pour ceux qui n'ont aucune idée là, de ce qu'on vient de dire, de ce dont on vient de parler, je ne sais pas s'il y en a certains qui font du crédit d'impôt recherche dans la salle, ceux qui sont plus innovants. Moi, chez Innovision, on en fait beaucoup. On est très innovants et on a chaque année un rapport de 300 pages qu'on doit sortir. C'est une tannée ce truc. Il faut expliquer pourquoi des ingénieurs, il y a 1 an, on fait des trucs innovants alors qu'ils ont passé déjà 3 projets à côté. Enfin bref. Et donc notre rapport il est super dur à produire. Et on met à peu près 50 jours hommes chaque année à le faire. Et là, on le fait avec de l'IA générative maintenant. Et devine en combien de temps on le fait, Alexandre, maintenant? En 5 heures. Non, ça serait incroyable ça. C'est pas possible. En 5 jours. En 10 jours. En 10 jours. En gros, on est passé de 50 jours à 10 jours. Et l'humain, il n'a pas perdu sa valeur. Il est là pour relire, valider, compléter quand les choses ne sont pas claires, redemander aux collègues qui avaient fait ce truc-là pour être sûr que c'est bien ce qu'on voulait dire. Mais juste, on y passe 5 fois moins de temps. Et ça, je le vois
Je ne sais pas si certains d'entre vous me suivent sur LinkedIn, je poste des articles de temps en temps de vulgarisation et d'accessibilité sur l'intelligence artificielle. J'en poste 2 par semaine et ça me prend littéralement 30 minutes pour faire un post. Et je pense personnellement que c'est des articles avec du fond, qui sont bien, etc. Pour ceux qui me suivent peuvent en attester. C'est juste la forme c'est ChatGPT qui le fait pour moi. Et donc j'ai plusieurs agents qui m'aident, certains qui reviewent l'article scientifique, certains qui reviewent mon article et qui me proposent des suggestions. Donc j'ai 3 assistants en fait comme ça qui m'aident à écrire. Et je mets plus qu'une demi-heure, alors qu'avant j'aurais mis une journée à écrire un article de ce type-là, quoi. Tout à fait. Donc tu parlais de crédit d'impôt innovation. Et justement, la boîte qui nous accompagne sur le crédit impôt innovation, en fait, on les a onboardés sur l'outil qu'on a développé qui s'appelle le Workbench. Le gain a été vu immédiatement et en fait, sans même qu'on ait besoin finalement de les former, il y a directement un ambassadeur qui a été créé directement parce que c'est un petit jeune et parce qu'il avait juste la curiosité et l'intérêt des LLM sans avoir toute la technique derrière. Et finalement, en fait, il n'y a pas eu besoin d'un écosystème d'outils complexes. Ce qui a tout de suite marché, c'est un LLM branché à de la recherche Google qui forme ce qu'on appelle le Deep Search. Donc le Deep Search, en fait, c'est la capacité de l'IA à pouvoir chercher non plus dans un ou 2 liens ou une recherche Google, mais plutôt dans 10, 20, 40, 50 sources Google. Et là, évidemment, il y a un gain de temps qui est énorme. Ce matin, il y avait une conférence où on disait que voilà, l'IA, elle va pouvoir en fait prendre une partie de la complexité et gérer des choses qui sont plus complexes que ce que les humains pouvaient gérer. Je pense que justement, il y a plutôt ce chemin inverse où en fait l'humain va garder la partie à haute valeur ajoutée la plus complexe et se débarrasser de la partie un petit peu longue et chiante avec l'IA pour gagner beaucoup de temps en fait et garder toute sa valeur. Parce que du coup, en fait, on reste maître de la valeur produite. Justement, tu parlais de tout à l'heure de la préparation. Voilà, moi j'ai utilisé donc notre outil dont on a parlé ce matin en introduction Workbench pour préparer évidemment toutes les conférences de la journée avec tout un contexte en fait lié à l'événement, lié aux participants, etc. qui m'a permis de justement générer tous mes questionnaires, toute l'organisation de cette journée qui nous a fait gagner un temps incroyable par rapport à l'année dernière. Et d'accord, si vous avez envie de voir un peu plus par rapport à ça, n'hésitez pas à venir discuter avec Gaël. Et je vous encourage aussi à tester du coup ce petit IA Readiness donc, qui vous permet de calculer votre maturité sur les enjeux d'IA en flashant le QR code qui se retrouve aussi dans la salle en bas et de venir encore une fois discuter avec Gaël pour pouvoir justement aller un petit peu plus loin dans les échanges. On a beaucoup parlé, c'est passé très vite, mais c'est déjà presque terminé. Peut-être juste en quelques mots, parce que je sais que vous êtes passionné, que vous en parlez beaucoup, mais sinon on va vraiment déborder. Un conseil que vous donneriez aux entreprises aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'IA? Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais si vous deviez retenir qu'un seul conseil? Le conseil, c'est de se tourner vers des solutions qui ne sont pas fermées sur une seule IA, c'est de s'ouvrir en fait, de ne pas systématiquement aller sur des solutions qui sont évidemment gratuites et plutôt se diriger sur des solutions, et je fais un peu la pub de notre Workbench, mais qui vont être multi-LLM. Parce qu'une des grandes questions, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe si demain, il y a une nouvelle IA qui sort, comment on fait si mon produit il est obsolète? Si Trump devient fou. Voilà, et donc non, il est déjà. là où on peut faire le bon pari, c'est d'aller sur des outils qui intègrent déjà tout de suite plusieurs LLM. Comme ça, en fait, étant donné qu'ils se tirent la bourre et que tous les 3 mois, en fait, il y en a un qui devient le premier, c'est le moyen déjà de pouvoir garantir une utilisation pérenne. Ok. Et en plus court, Lucas? En plus court, j'arriverai pas. Je vois 2 questions là qui m'intéressent, mais je ferai très court, promis. Le problème, c'est les coûts des abonnements, etc. Alors oui, il y a plein d'outils qui intègrent l'IA et ils sont tous avec des coûts à l'utilisateur. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir passer à côté, je pense, à part sur des choses qui sont très très métiers et très stratégiques pour vous. Si c'est ultra stratégique, faites votre IA chez vous avec les outils open source. Il y a des acteurs comme Neovision qui maîtrisent ça très bien. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on structure ces données, etc. dans l'entreprise. Je pense que ça, c'est vraiment important. La donnée, c'est le cœur en fait de l'IA. Vous n'arriverez pas à faire des bonnes IA si vous n'avez pas des bonnes données. Et donc, posez-vous vraiment la question de, OK, c'est quoi mes données? Est-ce qu'elles sont propres? Est-ce qu'elles sont à jour? Vous répondrez certainement non à tout ça. Donc, il faut s'y mettre, c'est important. Et après, faites-vous accompagner pour faire de l'IA avec des gens cool. Et voilà. Super. Et super. Et donc pour la troisième question, du coup, est-ce que c'est le même parcours de formation pour toutes les IA génératives? Oui, voilà, il y a le parcours de BPI est très très bien. Et aujourd'hui, du coup, il y a 2 principes d'IA générative qui est l'IA texte et l'IA vidéo, image.
Donc on retrouve les mêmes briques constitutives sur ces IA. Donc tout à fait, en fait, quand vous vous formez sur ces technologies, c'est absolument transposable quand vous passez sur un autre outil. Ouais, c'est ça, parce que la formation au prompt, après, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel outil, n'importe quel outil d'IA générative. Merci messieurs, merci beaucoup, merci à tous.